Merci d'écouter l'Office de radio et télévision du Mali. Il est 7h à Bamako. Le journal. Oumar Moussa Traoré. Mercredi 4 juin 2025, bonjour et bienvenue. Ciel dégagé sur Bamako où il devrait faire aujourd'hui chaud avec 39 degrés comme température maximale au cours de la journée. Le mercure ne devrait pas descendre sous la barre des 25 degrés affichés en ce moment. À la une de l'actualité de ce matin, demain c'est Arafat qui symbolise pour les musulmans le jour du jugement dernier. Il est le 9e jour du mois de pèlerinage. Arafat figure parmi les meilleurs jours. Les pèlerins se réunissent sur cette terre sainte où ils consacrent une journée à la supplication et à la méditation. Le dossier de cette édition est justement consacré à cette journée, pas comme les autres pour les musulmans. Dossier signé Koumba Sissako. Autre titre de l'actualité de ce mercredi 4 juin 2025. À l'étranger au Soudan, la guerre civile a fait plus de 4 millions de réfugiés depuis 2023. L'ONU alerte sur une crise humanitaire sans précédent. Le HCR estime en effet qu'il s'agit de la plus grave crise de déplacement des populations au monde. Et puis chronique de l'environnement, dans le rendez-vous du mercredi, Agibou Koulibaly évoque aujourd'hui le plastique, une matière qui envahit notre environnement, dans les rues de Bamako, dans les cours d'eau, jusque dans nos assiettes. À l'heure où le monde tire la sonnette d'alarme, le Mali s'empare du sujet avec vigueur à la faveur de la quinzaine de l'environnement 2025. Cette année, le mot d'ordre est clair, mettre fin à la pollution plastique. Enfin, en sport football, au plan national, l'avant-dernière journée du championnat national a débuté hier, entre autres victoires, celle du Djoliba AC contre FC Diarra, battu 5-1. Cette défaite scelle définitivement le sort de cette formation qui descend en division inférieure. Et puis, tournoi de Toulon réservé aux sélections des moins de 21 ans, l'équipe nationale espoir du Mali s'est inclinée lors de son entrée en lice devant le Panama 2-1. Enfin, nous évoquerons en Europe les demi-finales alléchantes au compte de la Ligue des Nations, Allemagne-Portugal et Espagne-France. La synthèse de l'actualité sportive, ce sera avec Alidou Matina. Voilà pour le sommaire. Nous démarrons cette édition par les œuvres sociales du chef de l'État. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, donne du sourire aux blessés de guerre, veuves et orphelins des militaires et paramilitaires de Bamako et Kati. À travers ces œuvres sociales, il leur a offert des moutons et des kits alimentaires pour bien célébrer la fête de Tabaski. Les dons mis à la disposition du service social des armées ont été remis aux bénéficiaires par le conseiller spécial du président de la transition, chargé des œuvres sociales. Compte rendu, Baraki Sawatara. Des larmes de joie, mais aussi de reconnaissance. Les œuvres sociales du président de la transition, une fois de plus, dans les garnisons militaires. Au génie militaire, ce sont 200 moutons, 200 sacs de riz et 200 bidons d'huile destinés aux veuves et orphelins de militaires ainsi qu'aux blessés de guerre. Kadiatou Tchero, bénéficiaire. Nous remercions le bon Dieu, mais également le président de la transition. Nous ne regrettons pas de nous être mariés à un militaire, car après leur décès, nous n'avons pas senti leur absence et nos enfants ne se sont jamais sentis abandonnés. Nous prions chaque jour le bon Dieu afin qu'il protège le président de la transition et toute son équipe ainsi que tous les militaires qui sont au front. Même générosité à Kati. Ici, les bénéficiaires ne tarissent pas d'éloges en faveur du président de la transition. Agaïchatou Ashura Maïga, bénéficiaire. Nous remercions le président de la transition et toute son équipe. Le général d'armée Assimi Goïta a tenu toutes ses promesses. Depuis la mort de nos maris, il a été à nos côtés. Il nous a consolés et nous a toujours apporté son aide. À travers ce geste, le président de la transition manifeste sa solidarité à l'endroit de ses couches dans le cadre de la célébration de la fête de Tabaski. Colonel-major Brima Samake, directeur du service social des armées. À cette circonstance festive, avoir une pensée aux familles démunies et salutaire. De surcroît, offrir des moutons et kits alimentaires aux musulmans, blessés de guerre,
veuves et orphelins de nos vaillants soldats qui sont tombés sur le champ de l'honneur est un acte très symbolique et humanitaire. Agibou Dambélé, conseiller spécial chargé des œuvres sociales du président de la transition. Tout ça, c'est pour dire aux veuves et orphelins militaires que le peuple malien en général ne les oubliera jamais. Chaque fois qu'il y a une occasion, le président de la transition fait agir sa solidarité envers ses veuves militaires et paramilitaires. Grâce à ces dons du président de la transition, ces hommes et femmes pourront s'acquitter d'une obligation religieuse, celle d'immoler un bélier le jour de la fête. Nous allons rester avec l'armée et prendre la direction de Sang avec la fin de la formation commune de base de 6 mois au centre d'instruction de Tibi de 490 jeunes soldats de l'armée de l'air du contingent 2023. La cérémonie de présentation au drapeau a été présidée par le commandant de zone de défense numéro 2, le colonel Moussa Ongoïba. Lecture du serment, remise des associations aux 3 premiers et défilé ont été les temps forts de la cérémonie. Les explications d'Idrissa Koné des Puissants. Ils sont 490 jeunes recrues du contingent 2023 de l'armée de l'air à prendre ainsi le noble engagement devant le drapeau national. Ce serment met fin à 6 mois de formation commune de base ici au centre d'instruction de Tibi, à l'issue de laquelle formation ces jeunes soldats ont acquis des savoir-faire techniques et tactiques pour répondre aux exigences du moment. Yacouba Traoré, directeur du centre d'instruction de Tibi. Ils ont appris le métier des armes, ont renforcé leurs conditions physiques et morales. Ils ont également été pétris des valeurs héroïques de notre histoire militaire en passant par le droit humanitaire, la formation civique et citoyenne. Le commandant des zones de défense numéro 2 qui a présidé la cérémonie a félicité le personnel encadrant ainsi que les jeunes pour l'effort et la souffrance endurée dans la cohésion. Colonel Moussa Ongoïba, commandant des zones de défense numéro 2. Vous êtes engagé dans un des moments les plus difficiles de l'histoire de notre armée, dont le défi sécuritaire est énorme et nous faisons face à un ennemi déterminé. Le besoin est énorme sur le terrain et beaucoup d'entre vous seront déployés sur le théâtre des opérations dans des jours à venir. Sachez que la discipline et le respect des consignes vous conduiront au succès. Place donc à la remise des attestations aux 3 premiers de cette vague. Il s'agit de 2 premiers ex-aequo avec une moyenne de 16,71 qui sont les soldats de 2e classe Moussa Amadi Bari et Ali Koulibaly. Le soldat de 2e classe Lassana Dambélé est 3e avec 16,57. Sans Drissa Koné et Sédou Kamena pour le RTM. Nous arrivons à présent au dossier de cette édition. Je vous le disais en titre, demain c'est Arafat, qui symbolise le jour du jugement dernier pour les musulmans. Il est le 9e jour du mois de Dhul Hijjah, mois du pèlerinage. Lors de cette journée, les pèlerins gravissent le mont Arafat pour y prier de l'aube au coucher du soleil. Et c'est sur ce lieu saint que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a prononcé le sermon d'adieu à ses fidèles lors de son dernier pèlerinage et leur a enseigné que la religion musulmane a atteint son apogée. C'est également un jour de jeûne, d'évocation, de lecture du Saint-Coran, entre autres pour les musulmans qui ne sont pas à la Mecque pour le pèlerinage. En ce jour béni, quels sont les actes d'adoration recommandés en islam? La réponse dans ce dossier signé Koumba Sissako.
Et le premier volet de l'actualité AES qui nous conduit au Burkina Faso, où la coopérative simplifiée des transformateurs des oléagineux de Bobo-Dioulasso se lance dans la production de coton. Face à la rareté de la graine de coton, la matière première dans la production d'huile, ces huiliers ont acquis un champ de 10 hectares au village Kotomo, à une trentaine de kilomètres de Bobo. Pour résoudre ce problème, les huiliers sont soutenus dans leur initiative par les responsables de la Sofitex. Ils leur ont fait don de 2 semoirs, partagé des expériences avec les producteurs de coton pour une bonne production. Solange Mikaba de la Radio nationale du Burkina Faso nous donne des explications. La coopérative simplifiée des transformateurs des oléagineux de Bobo-Dioulasso, constituée officiellement de 12 huileries, a désormais son champ de 10 hectares de coton à Kotomo dans la commune rurale de Karangasso-Vigué. L'objectif est de lutter contre la rareté de leurs matières premières constatée ces dernières années. Le porte-parole de la coopérative, Thiomoko Ouattara. Du fait que la matière première devenait rare de plus en plus, donc nous aussi on a pris le courage d'aller voir le DG, s'entretenir avec lui. Il dit que c'est bien tombé. Que si on a pu le faire, lui aussi il a pris l'engagement, il va venir visiter notre champ. Cette initiative a acquis l'assentiment du directeur général de la Sofitex qui, accompagné par le président de l'UNPCB et d'anciens responsables de ces deux structures, sont allés non seulement galvaniser les producteurs de coton de la commune de Kavigué, mais aussi visiter le champ de la coopérative situé à Kotomo, un hameau de culture de Gwenkoro. Le directeur général de la Sofitex, bienvenue Paris. Et on les a encouragés effectivement à s'intéresser aussi à la production du coton, parce que c'est ce coton qui aboutit à la graine, qui constitue la matière première de leur activité. Pour la directrice de la région cotonnière de Bobo-Dioulasso, cette démarche de la Scoop Top est à saluer et à imiter afin de contribuer à atteindre les prévisions de plus de 58 000 tonnes de coton graines fixées pour la région. La coopérative simplifiée des transformateurs des oléagineux de Bobo-Dioulasso a bénéficié séance tenante de ces mois. Le directeur général de la Sofitex a aussi encouragé les femmes à se lancer dans la production de coton afin de contribuer à permettre au Burkina Faso de retrouver son rang d'antan. L'autre volet de l'actualité AES nous conduit à Maradi au Niger, où la cérémonie d'ordination épiscopale de l'installation de Monseigneur Ignatius Kan Mouroum Anipu, évêque nommé de Maradi, s'est déroulée en présence du gouverneur de la région et de plusieurs invités. Retour sur cette cérémonie avec nos confrères de la Voix du Sahel. Cette cérémonie d'ordination épiscopale de l'installation de Monseigneur Ignatius Kamouroum Anipou, évêque nommé de Maradi, a été présidée par le cardinal Ouedraogo Philippe, archevêque émérite de Ouagadougou au Burkina Faso. Une cérémonie grandeur nature qui s'est déroulée dans un décor purement chrétien marqué par l'annonce de sa nomination, procession de la parole de Dieu, imposition des mains de l'évangélaire et port des insignes pastoraux, dont l'anneau, la mitre et la crosse qui font de lui un berger du peuple qu'il conduit vers le paradis. Le président de cette cérémonie l'a appelé à rassembler le peuple de Dieu et à les aimer du même amour, de même manière, prendre son bâton pastoral, parcourir la diocèse de Maradi qui couvre les régions de Maradi, Zander, Rifa et Agadez, braver toutes sortes d'obstacles pour aller à la rencontre des communautés chrétiennes catholiques et porter des messages de Dieu avec en toile de fond. Actualité oblige, les messages sur la paix, la sécurité et la cohésion sociale qui constituent un dénominateur commun à toutes les religions. Ainsi, Monseigneur Ignatius Kamouroum Anipou, de nationalité ghanéenne, reçoit le sacre d'ordre qui lui confère cette mission sacerdotale pastorale en remplacement de Monseigneur Ambroise Ouedraogo, admis à faire valoir ses droits à la retraite après 40 ans au service de Dieu à Maradi. L'actualité hors des frontières de la Confédération de l'AES à présent est direction Nigeria, où le bilan des inondations s'alourdit à plus de 200 morts. Des centaines de personnes sont toujours portées disparues dans l'état du Niger. Selon les autorités locales, le gouvernement nigérian assure avoir fourni de l'aide, mais sur place, les habitants s'estiment livrés à eux-mêmes. Les inondations ont été causées par de fortes pluies dues à des conditions météorologiques extrêmes provoquées par le changement climatique. C'est ce qu'a indiqué Joseph Itsei, ministre de la gestion des ressources en eau nigérian, dans un communiqué hier. Il a également mis en garde contre les constructions non réglementées et appelé les gouvernements locaux à entretenir leurs canaux de drainage. En 2024, les inondations dans 34 des 36 États
du pays avait fait 321 morts. Toujours au Nigeria, 11 enfants morts et 7 autres blessés dans un effondrement sur un site d'extraction de sable. L'accident s'est passé dans l'état de Kaduna, dans le nord du Nigeria. Une enquête a été ouverte pour déterminer si les enfants âgés de 4 à 9 ans et qui fréquentaient sur place une école coranique informelle étaient employés comme ouvriers. Au Soudan, la guerre civile a fait plus de 4 millions de réfugiés depuis 2023. L'ONU alerte sur une crise humanitaire sans précédent. Les HCR estiment en effet qu'il s'agit de la plus grave crise de déplacement de population au monde. Le nombre de réfugiés soudanais a plus que triplé au Tchad depuis le début du conflit, dépassant 1,2 million. Depuis le déclenchement de la guerre entre les forces armées soudanaises et les paramilitaires des forces de soutien rapide le 15 avril 2023, 4 385 personnes ont fui le Soudan en tant que réfugiés, demandeurs d'asile ou rapatriés. C'est ce qu'a annoncé l'ONU hier. Corée du Sud, les sondages annoncent le triomphe du candidat du centre-gauche, Lee Jae-myung, à la présidentielle. Il arrive très largement en tête de l'élection présidentielle. Les Sud-Coréens se sont déplacés massivement dans les bureaux de vote pour désigner leur nouveau chef de l'État et mettre fin à 6 mois de chaos politique causé par la tentative ratée du président chef de l'État, Yoon Suk-yeol, d'imposer la loi martiale. Le taux de participation s'établissait à 77,8%, une heure environ avant la fin du vote. La page sport dans un instant. En Europe, les demi-finales alléchantes au compte de la Ligue des Champions, d'une part, on aura Allemagne-Portugal et d'autre part, il y aura Espagne-France. Tournoi de Toulon réservé aux sélections de moins de 21 ans, l'équipe nationale espoir du Mali s'est inclinée lors de son entrée en lice devant le Panama. Au plan national, l'avant-dernière journée du championnat national a débuté hier. Voyons la synthèse de l'actualité sportive avec Aridjou Matina. Le championnat national Ligue 1 professionnel 2024-2025 tend vers sa fin. Hier mardi, quelques rencontres étaient au programme de la 25e et avant-dernière journée. Large victoire du Djoliba Athletic Club 5-1 face au FC Diarra. Une défaite qui scelle définitivement le sort du FC Diarra, monté l'année dernière et qui retourne en division inférieure. Victoire de l'AS Police 2-0 contre les Étoiles du Manding. L'USFAS l'emporte 3-0 devant l'association sportive de Korofina ASCO. Même score pour l'AS Real face à Afrique Football Elite AFI. Et ce mercredi, à suivre Stade Malien de Bamako Binga FC et 11 créateurs de Nyarela AS Bakaridjan. Les deux matchs se joueront au Stade Mamadou Konati. Il ne reste plus qu'une journée pour boucler le championnat national. Le Stade malien, déjà sacré champion, représentera le pays la saison prochaine en Ligue des champions. Et le Djoliba Athletic Club, deuxième du championnat et finaliste de la 64e édition de la Coupe du Mali, sortira en Coupe de la Confédération. Joueront en deuxième division la saison prochaine le FC Diarra et les Étoiles du Manding. C'est parti en France pour la 49e édition du célèbre tournoi Maurice Révélo, connu sous le nom du tournoi de Toulon. Réservé aux équipes nationales U21, la compétition est prévue du 2 au 15 juin. Elle regroupe certaines des meilleures sélections U21 du monde. L'équipe nationale espoir du Mali qui participe à ce tournoi a fait sa première sortie hier contre le Panama dans le groupe A. À l'arrivée, les nôtres s'inclinent 2-1 devant le Panama. L'autre rencontre du groupe A a vu la victoire de la France 2-1 face à l'Arabie Saoudite. La deuxième sortie de l'équipe nationale espoir coachée par Fousseini Diawara est prévue vendredi contre la France. La sélection senior, elle, joue demain jeudi en France à Orléans, un match amical international contre les Léopards de la RD Congo. C'est là dans le cadre de la fenêtre FIFA. C'est un match qui sera la toute première rencontre amicale de Tom Saint-Fit depuis qu'il est à la tête des Aigles. Sera l'occasion pour lui de tester quelques nouveaux joueurs susceptibles de renforcer l'existant en vue des échéances à venir, notamment la suite des éliminatoires du Mondial Zone Afrique prévu au mois de septembre. En Europe, la Ligue des Nations est à l'honneur à la faveur des demi-finales aux allures de finale. La première demi-finale oppose ce soir à 19h l'Allemagne au Portugal. Et demain jeudi, la seconde demi-finale met aux prises l'Espagne et la France à Stuttgart à 19h. Une rencontre qui sera officiée par l'arbitre anglais Michael Oliver. Chronique du développement. Le plastique est partout, il a envahi notre environnement, dans les rues de Bamako, dans les cours d'eau, juste dans nos assiettes. À l'heure où le monde tire la sonnette d'alarme, les Mali s'emparent du sujet avec vigueur à la faveur de la quinzaine de l'environnement 2025.
Cette année, le mot d'ordre est clair, mettre fin à la pollution plastique. Mais entre les bonnes intentions et la réalité du terrain, comment se présente la situation actuelle et surtout, que pouvons-nous faire collectivement à travers cette série de chroniques? Nous irons à la rencontre de celles et ceux qui agissent, souvent dans l'ombre, pour bâtir un Mali plus propre et plus résilient. La chronique de l'environnement, c'est une réalisation de Agibou Koulibaly. La pollution plastique n'est plus un phénomène silencieux. Chaque année, des milliers de tonnes de déchets plastiques sont déversés dans la nature malienne avec des conséquences dramatiques. Maïga Fatmata Soukouna, coordinatrice du projet de lutte contre les sachets plastiques à la Fondation Santé Environnement. Les scientifiques ont démontré que si on ne prend pas de dispositions pour lutter contre le plastique, en 2050, il y aura plus de plastique dans les eaux que de poissons. La pollution plastique bloque l'infiltration des eaux dans le sol et favorise le ruissellement. La stagnation des eaux peut provoquer des inondations. Lorsqu'on brûle le plastique, ou bien partant de poussière, ces particules, que ce soit dans le sol, que ce soit en fumée, peuvent polluer l'air que nous respirons. Malgré l'interdiction des sachets plastiques depuis 2013, les résultats peinent à suivre. Pourquoi? Faiblesse de l'application de la loi, manque d'alternatives accessibles, méconnaissance des dangers liés au plastique par une bonne partie de la population. Nyarga Oulé Dambélé, directeur national de l'assainissement, du contrôle des pollutions et des nuisances. Cette loi vise à améliorer le cadre de vie de la population en réduisant la pollution plastique. Et juste après la loi, elle a été suivie de son décret d'application, donc qui fixe les modalités d'application de la dite loi. Comme obstacle rencontré dans l'application de cette loi, il y a d'abord les sachets plastiques non biodégradables ne sont pas reconnaissables à l'œil nu et au simple toucher. Il faut des détecteurs dont les coûts varient entre 30 à 50 millions. Et donc, vu l'immensité du territoire, s'il faut couvrir toutes les frontières et aussi doter les services d'assainissement de ces kits ou de ces détecteurs de biodégradabilité, le travail n'est pas facile. Mais tout n'est pas sombre. Des initiatives locales émergent. Maïga Fatmata Soukouna, coordinatrice du projet de lutte contre les sachets plastiques à la Fondation Santé Environnement. Le projet de lutte contre la pollution plastique a pour objectif général de contribuer à la promotion de sacs durables qui protègent l'environnement, qui favorisent la création d'emplois dans le cadre d'une transition écologique. Donc, en détaillant l'objectif de ce projet, nous voyons qu'il faut la promotion des sacs durables qui protègent l'environnement, que je dirais les sacs écologiques, qui favorisent la création d'emplois, donc les sacs écologiques qui seront produits au Mali et qui vont favoriser la création d'emplois. Mettre fin à la pollution plastique au Mali n'est pas un rêve, c'est une nécessité. Mais pour que ce combat porte ses fruits, il devra être mené sur tous les fronts, politiques, éducatifs, économiques et citoyens. Et cette bataille commence maintenant et elle nous concerne tous. Voilà, à cette heure passée de 26 minutes à Balan. Balan, c'est dans la banlieue de Fana, se referme cette édition. La coordination éditoriale a été assurée par Bourama Traoré. À la mise en onde, il y avait Ismaïl Adjara. Merci d'avoir été de notre prochain rendez-vous des infos, 13h. Vous retrouverez Mbemba Sibi. Mais d'ici là, vous allez pouvoir